Nous avons évité le piège politique qui nous avait été tendu par le pouvoir RDPC en place et dont je n'en dirai pas plus ici. C'est parce que nous avons évité ce piège-là que le régime furieux est devenu franchement féroce contre le MRC. Sinon, comment un parti auquel nous avons laissé le champ libre pour gagner tous les sièges peut-il être celui-là même qui nous fustige chaque jour, qui chaque jour fustige le petit parti qui n'a pas pris à la mascarade électorale? Comme dirait notre bon peuple, pourquoi le MRC porte son pantalon et ça sert le RDPC? Incomprise par nos militants depuis la base et a permis à notre parti d'éviter un piège politique mortel tendu par le régime. Mais je suis en mesure de vous confirmer ce que je n'ai cessé de vous dire depuis un certain temps déjà, à savoir que le MRC présentera son candidat à l'élection présidentielle, même si elle était convoquée maintenant. Il n'est pas obligé de passer nécessairement par un autre parti politique pour avoir le droit de présenter un candidat. En vertu des dispositions pertinentes de la Constitution et au regard de plusieurs cas précis survenus dans notre pays, le MRC compte dans ses rangs plusieurs élus issus des élections étatiques dont les mandats courent encore. Nous étions jugés, nous étions poursuivis pour insurrection, rébellion, hostilité contre la patrie, atteinte à la sûreté de l'État, réunions et manifestations non autorisées et pour d'autres défauts de carte nationale d'identité. Alors tous ces chefs d'accusation étaient portés contre nous et nous courions ainsi la peine à vie. La perpétuité. À vie, en fait, pour avoir tout simplement exprimé un droit que la Constitution camerounaise nous autorise, que les traités et conventions dûment ratifiés par l'État du Cameroun nous autorisent, et aucun citoyen, jusqu'à nos jours, aucune boutique, aucune entreprise, aucun service public n'avait été paralysé par le fait de notre manifestation pacifique. Alors nous ne savions donc pas pourquoi un droit clairement exprimé, respectant les canaux du droit, avec une déclaration préalable, parce que notre manifestation avait été déclarée, l'itinéraire même avait été mentionné dans la déclaration. Exactement. Donc nous avions respecté du point de vue du droit tous les préalables que la loi nous autorise. Donc nous ne savions donc pas pourquoi nous recevions de façon violente cette barbarie du régime qui nous gère aujourd'hui. Alors, et donc, est-ce qu'au moment où on vous interpelle, pendant votre séjour à la police judiciaire pour les enquêtes et tout, jusqu'au moment où vous vous retrouvez à Kondengui et ensuite condamné, jugé et condamné, est-ce qu'à un seul moment vous imaginiez que vous iriez jusqu'à ce niveau-là? Non, pas du tout, puisque dans l'histoire politique de notre pays, si je ne me trompe pas, je laisse l'épisode de Ruben Omniobe et de Ernest Ouandjé, où nous parlions encore, n'est-ce pas, du néocolonialisme et de l'impérialisme. Voilà. Jusqu'en 90, je n'ai pas souvenance qu'un homme politique ou alors qu'un citoyen exprimant une opinion avait été condamné aussi froidement pour les faits de manifestation pacifique. Mais où le bas blesse, il faudrait bien que je mentionne, c'est que pendant que nous étions à la PJ, quelques agents de force de l'ordre nous répétaient à suffisance, vous croyez que Kamto va vous faire quoi? Vous croyez qu'il peut vous sauver? Vous serez condamné à vie. Vous allez même être torturé.
Alors, le Cameroun, c'est-à-dire que des fonctionnaires de police vous disent clairement que vous serez torturés. Oui, vous serez torturés, vous serez condamnés à vie. En fait, notre sentence avait déjà été prononcée. Oui. Le jugement. Donc vous avez le sentiment que le jugement avait été écrit à l'avance. Et si nous rentrions même dans certaines déclarations d'autorité, notamment celle du ministre de l'administration territoriale, que je vais citer pour la Tanganyika, qui avait dit quelques jours avant la manifestation que tous ceux qui mettraient le pied dehors seront condamnés à vie. Alors vous voyez donc un pays qui se dit pays démocratique, où la séparation des pouvoirs est le pilier fondamental qui fonde la démocratie. Et nous voyons encore aujourd'hui que l'État fonctionne dans un système confisqué par un régime politique, par un pouvoir politique qui détient tous les pouvoirs. Il n'y a pas de séparation de pouvoir, au point où un fonctionnaire, sans toutefois que la justice ne se prononce, sans toutefois qu'il y ait des indices réels et concordants qui démontrent qu'il y a eu commission d'une infraction et qui prononce déjà une condamnation. Alors, c'était la chose effectivement la plus surprenante pour un jeune comme moi qui rêve et croit que le Cameroun, comme on nous l'a toujours prononcé, est une Afrique en miniature. Le Cameroun est fier parce que c'est le berceau de nos ancêtres. Le Cameroun, dans toute sa diversité, comme on nous l'a toujours prononcé, est un environnement où tous les citoyens devraient se sentir en sécurité. Qui, d'après vous, peut évincer le président Paul Biya? Maurice Kamto. Et pourquoi? Maurice Kamto, sans passer par 1000 chemins pour le dire. Je n'ai même pas besoin d'aller à l'école pour le dire. L'union de l'opposition, dont le régime de Yaoundé nous fait chanter tout le temps, c'est une piste de distraction. En fait, il prépare souvent, c'est une entourloupe, il prépare souvent l'opinion publique sur le fait que si l'opposition perd à nouveau, c'est parce qu'elle n'est pas unie. C'est faux. En 1992, aux élections de 1992, l'opposition n'avait pas un candidat unique. Ni John Fundi était le candidat de la coalition de l'Union pour le changement. Il est sorti premier, avec plus de 39% de voix, de suffrage. Paul Biya est sorti deuxième. Le troisième, je crois, c'était Bello Bouba Maïgari, qui représentait l'UNDP et d'autres partis politiques de l'opposition. Il y avait un candidat de l'UPC. Donc, l'opposition avait plusieurs candidatures, mais l'opposition avait gagné. En 2018, nous restons persuadés que Maurice Kamto avait gagné. Étant candidat seul du MRC avec d'autres partis politiques qui nous ont soutenus et d'autres acteurs de la société civile et d'autres organisations. Donc voilà, moi je pense que un candidat unique de l'opposition peut battre Paul Biya aux élections d'octobre 2025. La première chose qu'il faut dire, c'est que dans aucun pays au monde, on a vu un seul candidat de l'opposition. Narcisse, donnez-moi un seul pays dans le monde entier, que ce soit dans les grandes démocraties ou dans que ce soit dans les grandes démocraties ou les démocraties intermédiaires ou les pays qui sont en gestation au niveau de la démocratie comme le Cameroun. Il n'existe pas un seul pays où il y a un candidat unique de l'opposition. Il peut y avoir souvent des candidats consensuels. Je prends le cas du Sénégal, qui avait 18 candidats. Dans ces 18 candidats, Diomaye Faye, par exemple, avait des plateformes a mis sur pied une plateforme de l'opposition. Donc, ils avaient autour de la plateforme qui a été mise en place autour du PASTEF, certains partis politiques de l'opposition et certaines organisations de la société civile qui se sont greffés aux candidats du PASTEF. Je pense qu'ils étaient au total, si je ne me trompe pas, 63 partis avec les ONG et les syndicats. 63 organisations. 63 organisations qui étaient autour du PASTEF. Même le candidat de Macky Sall, qui était son premier ministre, l'ancien premier ministre, avait aussi une plateforme de certains partis qui étaient autour de lui. Donc, il y a des configurations comme celle-là. Aux élections présidentielles, par exemple, les dernières élections présidentielles du Congo-RDC, et même les avant-dernières élections du Congo-RDC, il y avait la coalition Fayulu, Martin Fayulu, et Tshisekedi
était candidat unique, mais avait aussi quelques partis politiques de l'opposition qui soutenaient sa candidature. Donc voilà la configuration qui existe. Même en France, il y a des candidats qui réunissent d'autres partis politiques. Aux États-Unis, il n'y a pas que deux grands partis majeurs, le Parti républicain et le Parti démocrate. Il y a une centaine de partis politiques aux États-Unis. Sauf que ces partis politiques sont conscients du fait qu'ils ne peuvent pas affronter ces deux géants. Et donc, du coup, avant chaque élection, il y a le jeu d'alliance. Le Parti démocrate a souvent certains partis politiques qui se greffent à lui. Et pareil pour le Parti républicain. Cela est possible. Alors, puisqu'on parle de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, lorsque vous regardez donc ces différents leaders de l'opposition camerounaise, qui, d'après vous, peut évincer le président Paul Biya? Maurice Kamto. Et pourquoi? Maurice Kamto, sans passer par 1000 chemins pour le dire. Je n'ai même pas besoin d'aller à l'école pour le dire. Okay? Maurice Kamto aujourd'hui est la seule alternative crédible pour l'alternance au pouvoir au Cameroun. Du point de vue politique. Parce que Maurice Kamto a développé un capital politique considérable ces dernières années, c'est-à-dire que depuis la création du parti MRC, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Onanguiné a fait une prévision, je crois en 2012-2013, sur un journal de la place, pour dire que Maurice Kamto est le prochain président de la République du Cameroun. Il a donné des éléments factuels sur lesquels il se fondait. Et à l'époque, Maurice Kamto n'avait même pas encore développé ce capital politique qu'il avait. C'était le capital intellectuel qu'il avait développé, qu'il possédait en ce moment. Aujourd'hui, il a un capital politique considérable. Il n'y a aucun Camerounais dans l'opposition qui fait l'unanimité comme Maurice Kamto. Aucun autre Camerounais. Donc, du point de vue politique, il est la personne la mieux indiquée. Maurice Kamto est la figure même de l'opposition camerounaise de nos jours. Ça, c'est quelque chose qui ne se discute avec personne. Quand on parle de l'opposition camerounaise aujourd'hui, on parle de Maurice Kamto. C'est le nom le plus cité au sein de la classe politique de l'opposition et au sein de l'opinion publique nationale et de la diaspora camerounaise. On parle de Maurice Kamto. C'est le seul nom qui revient plusieurs fois. Maurice Kamto est quelqu'un qui est aujourd'hui représenté comme la figure de pro qui s'est affirmé comme un opposant. Un opposant, c'est celui-là, effectivement, qui ne se laisse pas embarquer dans un cycle de compromission. Il ne se laisse pas embarquer dans un cycle de compromission. Et Maurice Kamto est dans ce statut-là. Il est dans ce statut-là. Tout le monde sait qu'il a fait la prison dans ce pays. Il est difficile de se retrouver dans un pays de dictature comme le Cameroun, parce que je le dis, le Cameroun, c'est une dictature. Et puis, dans un tel contexte, mener des activités politiques aisément, non. Donc, la répression dont le MRC est victime et son leader Maurice Kamto démontre à suffisance, c'est une preuve factuelle que nous sommes la vraie opposition. Est-ce en train de dire que Maurice Kamto sera le futur président de la République, donc en octobre 2025? Oui, il le sera. Je le dis, la main sur le cœur, que Maurice Kamto sera le prochain président de la République du Cameroun au lendemain de l'élection d'octobre 2025. Alors, Pierre-Emmanuel Bignane, lorsque vous regardez l'environnement socio-politique du Cameroun, avez-vous le sentiment que les Camerounais sont prêts pour le changement? Oui, les Camerounais sont prêts. Nonobstant les qualificatifs qu'on les attribue, il y en a aujourd'hui qui traitent le peuple camerounais d'amorphe, qui traitent la jeunesse camerounaise de consommateurs d'alcool, ainsi de suite, etc., etc. Mais je pense que soit ils sont ignorants de la situation sociopolitique et économique à laquelle est confronté les Camerounais au quotidien, soit ils font exprès. Pourquoi je le dis? Vous ne pouvez pas avoir une jeunesse comme la jeunesse camerounaise qui fabrique des drones. Qui fabrique des drones qui sont les meilleurs en Afrique et qui sont exportés sur les marchés non seulement africains,
d'autres marchés internationaux comme le marché européen et américain. Et vous estimez que cette jeunesse-là est une jeunesse de consommateurs d'alcool et incapable de penser, de réfléchir. Non. Nous avons une jeunesse qualifiée. Nous avons une jeunesse intelligente. Nous avons une jeunesse engagée. C'est vrai que la répression policière, au fil du temps, a amené beaucoup parmi ces jeunes à se rétracter et d'autres même à prendre le chemin de l'immigration, de l'immigration, ce qu'on appelle communément l'aventure. Tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas concernés dans la gestion du pays, puisque le Cameroun est géré de façon inclusive et dont les jeunes se sentent exclus des processus décisionnels. Raison pour laquelle nous avons la fuite des cerveaux. Le Cameroun a plus de 10 000 médecins en France. Le Cameroun a plus de 5 000 ingénieurs au Canada. Plus de 7 000 ingénieurs aux États-Unis, etc., etc. Donc, nous avons une jeunesse dynamique. Même celle qui vit à l'intérieur de nos frontières est une jeunesse dynamique. Et nous pensons qu'avec cette jeunesse et la prise de conscience généralisée qui s'observe aujourd'hui à travers une mobilisation sur une mobilisation sur les inscriptions sur les listes électorales, cela démontre à suffisance que la jeunesse camerounaise est prête pour l'alternance politique. Oui. Notre jeunesse est prête pour l'alternance politique. Je ne suis pas de ceux qui l'affublent de paroles, de mépris, d'insultes, ainsi de suite. Je fais confiance à la jeunesse camerounaise. Je sais ce que la jeunesse camerounaise est capable de faire. Les gènes que porte la jeunesse camerounaise sont les mêmes que portaient nos aïeux, qui ont lutté pour la résistance, qui ont lutté dans le cadre de la résistance contre la pénétration allemande au Cameroun, du temps de Rudolf Douala Mangabel, du temps d'Ngosodine, du temps de Madola, du temps de Juan Joya et tous les autres héros, de Martin Paul Samba. Cette jeunesse-là porte en elle les germes de ceux qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun et la réunification de notre pays. Je parle des pères fondateurs de l'UPC, le 10 avril 1948, c'est-à-dire Ruben Oumiobe, Osende Afana, Wandi Ernest, Félix Moumier, ainsi de suite. La jeunesse camerounaise aujourd'hui porte ces germes en eux, porte leur ADN. Comment vous pouvez donc expliquer qu'un tel peuple soit amorphe, qu'un tel peuple ne soit pas conscient, ne soit pas intelligent, ne soit pas engagé? Certes, le contexte de la gouvernance actuelle les a frustrés, les a amenés à se taire, à rester dans leur coin. Mais je pense que depuis 2018, avec le hold-up électoral dont le MRC a été victime, on ressent quand même cette envie de la jeunesse camerounaise de se remobiliser, de sortir de sa zone de confort pour s'affirmer sur le plan politique, ne serait-ce que par la voie élective.